À 14h37, le 15 juin 1940, près de Rethel, dans les Ardennes, le général de brigade Jean de Lattre de Tassigny regardait l'horizon et voyait ce que chaque soldat français redoutait depuis le début de la campagne. Des panzers, des chars allemands, avançant en colonne, écrasant tout sur leur passage. Derrière eux, l'infanterie allemande, des centaines d'hommes équipés d'armes automatiques, de mortiers, d'artillerie mobile, une force mécanique irrésistible qui avait brisé la ligne Maginot, traversé la Belgique et maintenant fonçait vers Paris. Face à cette marée de métal et de feu, de Lattre commandait une unité sous-équipée, épuisée, démoralisée, la 14e division d'infanterie. Des hommes qui avaient combattu sans interruption pendant 5 semaines, qui avaient vu leurs camarades tomber par milliers, qui savaient que la France était en train de perdre la guerre, que la défaite était inévitable, que leur sacrifice ne changerait rien. Et pourtant, de Lattre fit quelque chose que personne n'aurait cru possible, quelque chose que les manuels militaires considéraient comme du suicide tactique, quelque chose qui défiait toute logique de guerre moderne. Il ordonna à ses hommes de fixer leurs baïonnettes, et il chargea, à pied, contre des blindés, contre des mitrailleuses, contre l'armée la plus puissante d'Europe. Ceci est l'histoire de la charge la plus folle de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire d'un général qui refusa d'accepter la défaite même quand elle était certaine. L'histoire d'hommes armés de fusils MAS-36 et de baïonnettes qui attaquèrent des panzers. Et l'histoire de comment le courage absolu, même face à l'impossible, peut changer le cours d'une bataille. Mais pour comprendre pourquoi ce moment fut extraordinaire, il faut comprendre l'homme qui le rendit possible. Jean de Lattre de Tassigny était né en 1889 dans une famille militaire. Son père était officier. Son grand-père avait combattu dans les guerres napoléoniennes. La tradition militaire coulait dans ses veines. Il entra à Saint-Cyr en 1908, l'Académie militaire française, et en sortit en 1911 comme sous-lieutenant de cavalerie. La Première Guerre mondiale forgea de Lattre. Il combattit à Verdun, à la Somme, au chemin des Dames. Il fut blessé 5 fois, décoré pour bravoure 9 fois. À 28 ans, il était colonel, le plus jeune colonel de l'armée française. Ses supérieurs le décrivaient comme brillant mais imprudent. Ses hommes le décrivaient comme un chef qui ne demandait jamais ce qu'il ne ferait pas lui-même. Entre les deux guerres, de Lattre servit au Maroc, combattant les tribus rebelles dans le Rif. Là, il développa une philosophie de commandement qui le définirait pour toujours. Un chef doit être visible, doit être au front, doit partager les dangers de ses hommes. Il refusait de commander depuis l'arrière. Il était toujours en première ligne, fusil à la main, menant par l'exemple plutôt que par les ordres. En mai 1940, quand l'Allemagne envahit la France, de Lattre commandait la 14e division d'infanterie, une unité composée principalement de réservistes, des hommes dans la trentaine et la quarantaine, pères de famille, ouvriers, agriculteurs, pas des soldats de carrière, pas des troupes d'élite, juste des Français ordinaires appelés à défendre leur pays. Et ils furent jetés dans l'enfer de la Blitzkrieg, la guerre éclair allemande, une nouvelle forme de guerre que personne n'avait vraiment comprise. Les panzers ne se battaient pas comme les chars de 1918. Ils ne soutenaient pas l'infanterie. Ils la précédaient. Ils perçaient les lignes, créaient le chaos, encerclaient les défenseurs. Et derrière eux venait l'infanterie motorisée, achevant ce que les blindés avaient commencé. La 14e division combattit avec acharnement pendant 5 semaines. Ils tinrent des positions que les Allemands pensaient prendre en heures. Ils contre-attaquèrent quand la doctrine disait de se replier. Ils refusèrent de se rendre même quand encerclés. De Lattre les menait personnellement dans chaque engagement, visible, infatigable, refusant de montrer la peur même quand la situation était désespérée. Mais en juin 1940, la situation était au-delà du désespéré. Paris allait tomber. Le gouvernement français préparait l'armistice. L'armée se désintégrait. Des unités entières se rendaient sans combattre. Et la 14e division se trouvait près de Rethel, essayant de couvrir la retraite d'autres unités françaises vers le sud. Le 15 juin, les Panzers arrivèrent. La 7e Panzer Division, commandée par Erwin Rommel, l'une des formations blindées les plus efficaces de la Wehrmacht. Ils avançaient vers Rethel depuis le nord-est, balayant toute résistance. Leurs ordres étaient simples. Traverser Rethel, continuer vers le sud,
ne pas s'arrêter pour engager les poches de résistance. Mais la 14e division de Delattre se tenait directement sur leur route. Environ 2000 hommes, équipés principalement de fusils MH-36, quelques mitrailleuses, 2 canons antichars de 25 mm qui n'avaient presque plus de munitions, face à eux, 80 Panzers, soutenus par des Half-Track, des véhicules blindés, de l'artillerie automotrice et environ 3000 fantassins allemands. Delattre évalua la situation. Tactiquement, il n'y avait qu'une seule décision rationnelle: se replier, éviter l'engagement, préserver ses hommes pour combattre ailleurs. C'était la logique militaire standard. Pas de sens à sacrifier une division pour retarder l'ennemi de quelques heures quand la guerre était déjà perdue. Mais Delattre savait quelque chose que la logique ne pouvait pas calculer. Derrière sa position, à 8 km au sud, se trouvait un hôpital de campagne. 500 blessés français qui ne pouvaient pas être déplacés rapidement. Si les Panzers passaient, ces hommes seraient capturés ou tués, et Delattre refusait d'abandonner des blessés. À 14h15, il rassembla ses officiers. Il leur expliqua la situation. Les Panzers allaient attaquer dans moins d'une heure. Il ne pouvait pas les arrêter. Mais il pouvait les retarder assez longtemps pour que l'hôpital soit évacué. Cela signifiait tenir pendant au moins 4 heures contre des blindés, avec des fusils et des baïonnettes. Un de ses capitaines demanda « Mon général, comment combattre des chars avec des baïonnettes ?» Delattre répondit « En ne les combattant pas directement, en attaquant l'infanterie qui les soutient. Les panzers sans infanterie sont aveugles, vulnérables. Si nous pouvons séparer l'infanterie allemande des blindés, nous pouvons les forcer à ralentir, à hésiter. Chaque minute qu'ils hésitent est une minute de plus pour les blessés. » C'était de la folie tactique, mais c'était aussi la seule option. Delattre ordonna à ses hommes de se préparer, de fixer leurs baïonnettes, de se préparer à charger, non pas en formation massive, mais en petits groupes, rapides, agressifs, visant l'infanterie allemande plutôt que les chars. À 14h37, les Panzers apparurent. Ils avançaient en colonne, les blindés en tête, l'infanterie suivant dans des half-track et des camions. Formation standard pour progression rapide. Les Allemands ne s'attendaient pas à rencontrer une résistance sérieuse. Ils pensaient que les Français se replieraient comme ils l'avaient fait pendant 5 semaines. Mais les Français ne se replièrent pas. Quand les Panzers arrivèrent à 300 mètres, les 2 canons antichars français ouvrirent le feu. Un obus toucha un Panzer III au niveau de la chenille. Le char s'immobilisa. L'autre obus manqua. Les Panzers ripostèrent immédiatement. Leurs canons de 37 mm et 58 mm détruisirent les 2 positions antichars françaises en moins de 30 secondes. Maintenant, les Français n'avaient plus d'armes capables de toucher les blindés. Les Panzers avançaient. L'infanterie allemande commençait à descendre des véhicules, se déployant pour soutenir les chars. C'était le moment critique. Si les Allemands coordonnaient leur attaque, blindés et infanterie ensemble, les Français seraient écrasés en minutes. Delattre vit l'opportunité. Une fenêtre de quelques secondes où l'infanterie allemande était vulnérable, pas encore en position, pas encore coordonnée avec les chars. Il leva son fusil MAS-36, baïonnette fixée, et cria « En avant, pour la France !» et il chargea. Personnellement, un général de brigade de 51 ans, courant vers l'infanterie allemande avec un fusil et une baïonnette. Derrière lui, ses hommes suivirent. Pas toute la division, environ 150 hommes du 1er bataillon. Courant à travers un champ ouvert vers des Allemands armés de mitrailleuses MG-34 et de fusils automatiques. C'était tactiquement insensé, mais psychologiquement, ce fut dévastateur. Les Allemands ne s'attendaient pas à une charge à la baïonnette, pas en 1940, pas contre des blindés. C'était quelque chose de la Première Guerre mondiale, quelque chose d'archaïque, d'impossible. Et pourtant, voilà ces Français, chargeant comme si c'était 1914, comme si les Panzers n'existaient pas, comme si la détermination pure pouvait vaincre l'acier. Les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu. Des Français tombèrent, 10, 20, 30, mais les autres continuèrent. Delattre en tête, toujours debout, toujours courant. Les Allemands paniquèrent. Ce n'était pas rationnel. Ce n'était pas comme les Français étaient censés se battre. Les Français se repliaient, se rendaient. Mais ces hommes chargeaient, avec des baïonnettes, contre des chars. Les Français atteignirent la ligne allemande. Le combat devint brutal.
à bout portant, baïonnette contre baïonnette, crosse de fusil contre casque. Delattre se battit comme un soldat ordinaire, tirant, frappant, criant des ordres. Ces hommes combattaient avec une férocité née du désespoir. Mais ils avaient décidé de mourir en combattant plutôt qu'en fuyant. Le choc psychologique fut énorme. L'infanterie allemande se replia, pas en déroute, mais en reculant vers les panzers, cherchant la protection des blindés. Ce qui était exactement ce que Delattre voulait. Séparer l'infanterie des chars, créer du chaos, forcer les Allemands à arrêter leur avance et à s'organiser. Les panzers s'arrêtèrent. Les commandants de chars ne comprenaient pas ce qui se passait. Leur infanterie était censée nettoyer les positions françaises. Au lieu de cela, l'infanterie était engagée dans un combat rapproché sauvage. Les chars ne pouvaient pas tirer sans risquer de toucher leurs propres hommes. Ils durent attendre. Chaque minute d'attente était une minute gagnée pour l'hôpital. Mais les Français payaient un prix terrible. Delattre fut touché par un éclat de mortier au bras gauche. Il ignora la blessure et continua à se battre. Un de ses capitaines fut tué à ses côtés. Un autre perdit une jambe. Les hommes tombaient, mais ceux qui restaient tenaient, se battaient, refusaient de céder. À 14h52, 15 minutes après le début de la charge, les Allemands se regroupèrent. Ils firent venir des mortiers, de l'artillerie. Ils pilonnèrent les positions françaises avec une violence méthodique. Les Français durent se replier, mais ils ne rompirent pas. Ils se retirèrent en combattant, mètre par mètre, faisant payer chaque pouce de terrain. Delattre organisa une deuxième ligne de défense à 300 mètres en arrière. Il positionna ses mitrailleurs pour couvrir les approches. Il dispersa ses hommes pour minimiser l'effet de l'artillerie. Et quand les Allemands avancèrent à nouveau, ils rencontrèrent une résistance aussi féroce que la première fois. Le combat continua pendant 4 heures et 17 minutes. Les Allemands avançaient. Les Français reculaient, mais jamais rapidement, jamais sans infliger des pertes. Delattre était partout, dirigeant le feu, ralliant les hommes, se battant personnellement quand nécessaire. À 17h23, il fut touché une deuxième fois. Une balle traversa sa cuisse droite. Il tomba. Ses hommes voulurent l'évacuer. Il refusa. Il se fit un garrot avec sa ceinture et continua à commander depuis le sol. À 18h54, un messager arriva de l'hôpital. Les 500 blessés avaient été évacués vers le sud. La mission était accomplie. Delattre ordonna la retraite générale. Ses hommes se replièrent sous le couvert de l'artillerie restante. Les Allemands les laissèrent partir. Ils étaient épuisés, stupéfaits. Ils avaient affronté beaucoup de résistance française pendant la campagne, mais jamais quelque chose comme ça. Jamais une charge à la baïonnette contre des panzers. Delattre et les survivants de la 14e division se retirèrent vers le sud. Sur les 2000 hommes qui avaient recommencé la bataille, 743 restaient. Plus de 1000 avaient été tués, blessés ou capturés. Mais ils avaient tenu. Pendant 4 heures et 17 minutes, ils avaient arrêté une Panzer-division, avec des fusils et des baïonnettes, parce qu'un général avait refusé d'accepter que l'impossible était impossible. Delattre fut évacué vers un hôpital militaire. Ses blessures n'étaient pas mortelles, mais nécessitaient des soins. Les médecins lui dirent qu'il avait de la chance d'être vivant, qu'un homme de 51 ans chargeant des mitrailleuses n'aurait pas dû survivre. Delattre répondit simplement « La chance n'a rien à voir. J'avais une mission. Je l'ai accomplie. » L'armistice fut signé une semaine plus tard. La France capitula. Mais l'histoire de la charge de Rethel se répandit. Pas officiellement. Le gouvernement de Vichy ne voulait pas célébrer des actes de résistance héroïques. Mais les soldats se racontaient l'histoire. Le général, qui avait chargé des panzers avec une baïonnette. L'homme qui avait refusé d'accepter la défaite, même quand elle était certaine. Delattre refusa de servir le régime de Vichy. En 1942, il fut arrêté par les autorités françaises pour avoir planifié de rejoindre les forces françaises libres. Il fut condamné à 10 ans de prison. Il s'évada en 1943 et rejoignit de Gaulle à Alger. Il commanda la première armée française pendant la Libération. Il fut présent à la signature de la capitulation allemande en mai 1945, un des rares généraux français à avoir combattu du début à la fin de la guerre. Après la guerre, Delattre commanda les forces françaises en Indochine. Il mourut en 1952, à 63 ans, d'un cancer. Ses funérailles furent nationales.
des centaines de milliers de personnes vinrent rendre hommage. Mais parmi la foule se trouvaient 42 hommes qui avaient un lien particulier avec lui, les survivants de la charge de Rethel, hommes maintenant dans la soixantaine. Qui se souvenait de ce jour de juin 1940 quand ils avaient chargé des panzers avec des baïonnettes? L'un d'eux, un ancien sergent nommé Pierre Moreau, donna une interview des années plus tard. Il décrivit ce que cela signifiait de suivre de Lattre ce jour-là. Nous savions que c'était du suicide. Nous savions que nous allions mourir. Mais quand nous avons vu le général charger en premier, fusil à la main, sans hésitation, quelque chose a changé en nous. Nous avons arrêté d'avoir peur de mourir et avons commencé à avoir peur de le laisser mourir seul. Alors, nous avons couru avec lui, non pas parce que nous pensions pouvoir gagner, mais parce qu'il nous avait montré que certaines choses valent plus que la survie. L'honneur, le devoir, la fidélité aux camarades. Cette charge nous a coûté 1000 hommes, mais elle nous a sauvé l'âme. Ce témoignage capture quelque chose d'essentiel sur le leadership en temps de guerre. De Lattre n'ordonna pas à ses hommes de charger pendant qu'ils restaient en sécurité. Il chargea en premier, et cette action transforma l'obéissance en loyauté, la peur en courage, l'impossible en réalisable. L'impact tactique de la charge de Rethel fut minime. Elle retarda les Allemands de quelques heures. Elle n'empêcha pas la chute de Paris. Elle ne changea pas le résultat de la campagne. Mais son impact psychologique fut énorme. Elle montra que même face à la défaite inévitable, la résistance était possible, que les Français pouvaient encore se battre, que l'honneur survivait même quand l'espoir était mort. Les archives du service historique de la défense contiennent les rapports allemands de la bataille. Ils décrivent la confusion des commandants de Panzer face à une charge à la baïonnette. Un rapport écrit par un commandant de la 7e Panzer Division déclare « L'ennemi a démontré une résistance fanatique inhabituelle. Une charge d'infanterie directe contre nos positions blindées a causé des pertes inattendues parmi nos troupes de soutien et a temporairement perturbé notre progression. Cette tactique, bien qu'inefficace contre les blindés eux-mêmes, a créé des conditions de combat rapprochées qui ont neutralisé nos avantages technologiques. En d'autres termes, De Lattre avait raison. Les baïonnettes ne pouvaient pas détruire les panzers, mais elles pouvaient détruire la cohésion entre les chars et leur infanterie. Et cette destruction de cohésion, même temporaire, suffisait à retarder l'ennemi, à créer du temps, à sauver des vies. Le fusil MAS-36 que De Lattre portait ce jour-là est conservé au musée de l'armée à Paris. La baïonnette est toujours fixée. Elle porte des traces de combat, des éraflures, une petite entaille dans la lame, des marques d'impact. Ce fusil, conçu pour une guerre moderne, fut utilisé dans une charge digne de Napoléon. Et il fonctionna. Pas parce que la baïonnette était une arme efficace contre les blindés, mais parce que l'homme qui la portait refusait d'accepter que l'impossible était final. L'histoire de De Lattre est enseignée à Saint-Cyr, l'Académie militaire française, comme étude de cas sur le leadership en situation désespérée. Les cadets apprennent comment un chef peut transformer une défaite certaine en résistance significative, comment le courage personnel peut inspirer le courage collectif, comment parfois les actions qui semblent tactiquement folles sont moralement nécessaires. Mais au-delà des leçons militaires, l'histoire de Rethel représente quelque chose de plus profond. Elle représente le moment où un homme décida que la dignité importait plus que la survie, que mourir en combattant était préférable à vivre en fuyant, que l'honneur avait une valeur même quand l'issue était déjà décidée. Jean de Lattre de Tassigny n'arrêta pas les panzers à Rethel. Il ne changea pas le cours de la guerre, mais il prouva que même dans la défaite, l'héroïsme était possible, que même face à l'impossible, le courage trouvait un chemin, que parfois, charger des blindés avec une baïonnette n'était pas de la folie, c'était de la nécessité morale. Et cette nécessité sauva 500 blessés qui, sans cette charge suicidaire, seraient morts ou capturés. Elle inspira des milliers de soldats français qui entendirent l'histoire et décidèrent que la résistance valait la peine. Elle créa un symbole qui survécut à la défaite de 1940 et porta la France à travers les années sombres de l'occupation. Aujourd'hui, à Rethel, un monument marque le site de la charge. Une simple pierre avec une inscription. Ici, le 15 juin 1940, des hommes de la 14e division d'infanterie ont chargé l'impossible et tenu l'intenable.
pour l'honneur, pour les camarades, pour la France. Les visiteurs qui lisent ces mots ne comprennent peut-être pas immédiatement ce qu'ils signifient. Charger l'impossible. Comment charge-t-on quelque chose d'impossible? Mais ceux qui connaissent l'histoire comprennent. On charge l'impossible avec une baïonnette, un fusil et un refus absolu d'accepter que la défaite est finale. On charge parce qu'un chef montre le chemin, parce que l'honneur exige l'action même quand la logique exige la retraite, parce que parfois, perdre en combattant est plus important que survivre en fuyant. Jean de Lattre de Tassigny chargea des panzers avec une baïonnette le 15 juin 1940. Il fut blessé 2 fois. Il perdit 1000 hommes. Il ne détruisit aucun char. Mais il gagna 4 heures. Et ces 4 heures sauvèrent 500 vies. Et l'histoire de ces 4 heures inspira une nation à croire que la résistance était possible même dans l'obscurité totale. C'est l'héritage de Rethel. Non pas une victoire militaire, mais une victoire morale. La preuve que le courage survit à la défaite, que l'honneur transcende les circonstances, que parfois, un homme avec un fusil et une baïonnette peut accomplir ce que des armées entières ne peuvent pas. Non pas en gagnant la bataille, mais en refusant de perdre son âme. Et c'est pourquoi cette histoire doit être racontée. Pas comme histoire militaire, mais comme rappel. Rappel que nous ne sommes pas définis par nos circonstances, mais par nos choix. Que le courage est réel, que l'héroïsme est possible, que même face à l'impossible, nous pouvons choisir de charger plutôt que de fuir. Jean de Lattre chargea. Et dans cette charge, il montra à la France que même dans sa plus sombre défaite, son honneur restait intact, que les Panzers pouvaient conquérir le territoire, mais ils ne pouvaient pas conquérir l'esprit, que la France pouvait être occupée, mais elle ne pouvait pas être brisée. Cette vérité, forgée dans la charge suicidaire de Rethel, porta la France à travers 4 années d'occupation. Elle inspira la résistance. Elle donna de l'espoir quand l'espoir semblait mort. Elle prouva qu'un homme avec un fusil et une conviction pouvait défier un empire. C'est le pouvoir du courage absolu. C'est l'héritage de Jean de Lattre de Tassigny. C'est pourquoi, 80 ans plus tard, nous nous souvenons encore du général qui chargea des panzers avec une baïonnette et refusa d'accepter que l'impossible était impossible. Mais il y a plus à comprendre sur ce moment, plus sur ce que la charge de Rethel signifiait pour les hommes qui l'ont vécu. Car l'action de Lattre ce jour-là n'était pas simplement un acte de bravoure militaire, c'était une déclaration philosophique, une affirmation que la dignité humaine ne se mesure pas en victoire, mais en choix, que nous sommes définis non par ce que nous accomplissons, mais par ce que nous refusons d'accepter. Les hommes qui ont chargé avec Lattre ce jour-là ont porté ce souvenir pour le reste de leur vie, non pas avec fierté, mais avec quelque chose de plus profond, avec la connaissance qu'ils avaient été témoins du moment où un homme avait refusé de laisser la défaite détruire l'honneur, où un chef avait montré que le leadership signifie marcher en premier vers le danger plutôt que d'envoyer d'autres à votre place. Pierre Moreau, le sergent qui survécut à la charge, écrivit dans ses mémoires personnelles, publiées en 1968, « Nous avons perdu la bataille de France. Nous avons perdu la guerre en 1940. Mais à Rethel, nous n'avons rien perdu. Nous avons prouvé à nous-mêmes que nous étions encore des hommes, que nous pouvions encore choisir de nous battre même quand la logique disait de fuir. Le général de Lattre nous a donné ce moment, non pas en nous ordonnant de charger, mais en chargeant en premier, en nous montrant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le refus de laisser la peur vous définir. Ce témoignage révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du courage dans des circonstances impossibles. De Lattre n'a pas vaincu les Panzers, il n'a pas changé l'issue de la campagne, mais il a changé quelque chose de plus important. Il a changé comment ces hommes se voyaient eux-mêmes, de victimes de circonstances inévitables à acteurs qui avaient choisi de résister malgré l'impossibilité de gagner. Les rapports allemands sur la bataille révèlent également l'impact psychologique de la charge. Un lieutenant de la 7e Panzer Division, interrogé après la guerre, décrivit sa confusion face à la tactique française. Nous étions habitués à ce que l'ennemi se replie face à nos blindés. C'était logique, rationnel, mais ces Français ont chargé, à pied, avec des baïonnettes, contre nos chars. Au début, nous pensions qu'ils étaient fous, puis nous avons réalisé qu'ils étaient dangereux, non pas parce qu'ils pouvaient détruire nos panzers,
mais parce qu'ils ne s'en souciaient pas. Ils étaient prêts à mourir, et des hommes prêts à mourir sont impossibles à intimider. Cette observation capture quelque chose de crucial sur l'efficacité de la charge de Delattre. Elle fonctionna non pas parce qu'elle était tactiquement brillante, mais parce qu'elle était psychologiquement dévastatrice. Les Allemands, habitués à une guerre mécanisée où la supériorité technologique garantissait la victoire, furent confrontés à quelque chose d'archaïque, de primitif, d'humain. Et cette humanité brute, cette volonté de mourir plutôt que de céder, créa une hésitation qui, dans le contexte militaire, valait des heures. Après la guerre, les historiens militaires ont débattu de la valeur de la charge de Rethel. Certains l'ont qualifiée de gaspillage inutile de vie, de suicide tactique qui n'a accompli rien de significatif. 1000 hommes morts ou blessés pour retarder l'ennemi de 4 heures. D'autres ont argumenté qu'elle représentait exactement ce type de leadership courageux dont la France avait désespérément besoin en 1940. Un exemple de résistance quand la résistance semblait futile. Mais cette analyse manque le point essentiel. La charge de Rethel ne concernait pas l'efficacité tactique. Elle concernait la préservation de quelque chose d'intangible mais essentiel. L'honneur, la dignité, la croyance que certaines choses valent plus que la survie. Delattre et ses hommes n'ont pas chargé pour gagner une bataille. Ils ont chargé pour prouver que même dans la défaite, le choix était possible. Que même face à l'écrasante supériorité ennemie, ils pouvaient encore décider comment mourir. Cette vérité résonna à travers la France occupée. L'histoire de Rethel se répandit par le bouche à oreille. Elle fut racontée dans les cafés clandestins. Elle fut murmurée dans les cellules de prison. Elle devint un symbole de résistance à une époque où la résistance semblait impossible. Des milliers de Français qui entendirent l'histoire virent en elle la preuve que leur nation n'était pas vraiment vaincue, que l'esprit français survivait même quand le territoire français était occupé. Le rôle de Delattre dans la résistance et plus tard dans la libération de la France fut directement influencé par sa réputation gagnée à Rethel. Quand il s'évada de prison en 1943 et rejoignit de Gaulle, sa légende le précédait. Les hommes voulaient servir sous ses ordres. Ils savaient qu'il était un chef qui ne demandait jamais ce qu'il ne ferait pas lui-même, qui se battait en première ligne, qui refusait d'accepter la défaite même quand elle était certaine. Cette réputation lui donna une autorité morale qui transcendait le rang militaire. Quand Delattre commandait la première armée française pendant la Libération, ses hommes le suivaient avec une loyauté absolue, non pas par obéissance, mais par conviction. Ils savaient qu'il les mènerait avec honneur, que leur sacrifice ne serait pas gaspillé, que leur chef partagerait leurs dangers. Et Delattre tint cette promesse. Pendant la Libération, il fut blessé 2 fois de plus. Il combattit à Toulon, à Marseille, en Alsace. Il fut présent à chaque engagement majeur. Et quand l'Allemagne capitula en mai 1945, c'est Delattre qui représenta la France à la signature de l'acte de reddition à Berlin. Aux côtés d'Eisenhower, de Zhukov et de Montgomery, se tenait le général français qui avait chargé des Panzers avec une baïonnette 5 ans auparavant. Ce moment, Delattre signant la capitulation allemande, était symboliquement puissant. L'homme qui avait refusé d'accepter la défaite française en 1940 était maintenant témoin de la défaite allemande en 1945. Le général qui avait perdu 1000 hommes à Rethel pour gagner 4 heures était maintenant présent pour recevoir la reddition inconditionnelle de l'ennemi qui semblait invincible. Mais Delattre ne voyait pas cela comme une vengeance. Dans ses mémoires, écrites peu avant sa mort en 1952, il réfléchit sur Rethel. « Je ne regrette rien de ce que nous avons fait ce jour-là. Chaque homme qui est mort à Rethel est mort avec honneur. Ils sont morts parce que j'ai pris une décision. Cette décision les a tués. Mais elle a aussi sauvé 500 autres hommes. Et elle a montré à la France que la résistance était possible. Je porterai toujours le poids de ces morts, mais je porterai aussi la fierté de ce qu'ils ont accompli. Ils ont prouvé que le courage français n'était pas mort, seulement endormi, et qu'il pouvait être réveillé par un chef prêt à montrer l'exemple. Cette réflexion révèle la complexité morale du leadership en temps de guerre. Delattre ne se glorifiait pas de la charge. Il reconnaissait le coût. Il comprenait que ses décisions avaient des conséquences mortelles. Mais il croyait aussi que certaines décisions, aussi coûteuses soient-elles,
sont moralement nécessaires, que parfois, le coût de ne pas agir est plus élevé que le coût de l'action. Les 500 blessés évacués de l'hôpital de campagne survécurent tous. Beaucoup retournèrent au combat après la guérison. Certains rejoignirent la résistance. D'autres combattirent avec les forces françaises libres. Après la guerre, 47 d'entre eux se retrouvèrent et formèrent une association, les Sauvés de Rethel. Les Sauvés de Rethel. Chaque année, le 15 juin, ils se réunissaient au monument de Rethel pour honorer les hommes qui les avaient sauvés. En 1960, 20 ans après la charge, l'association invita tous les survivants de la 14e division d'infanterie à une cérémonie spéciale. 312 hommes vinrent. Hommes maintenant dans la soixantaine et la soixantaine-dix, qui avaient vécu des vies ordinaires après la guerre, mais qui tous portaient le souvenir de ce jour de juin 1940, quand ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Un des survivants, un ancien caporal nommé Henri Dubois, donna un discours. « Nous étions des hommes ordinaires, réservistes, pères de famille, pas des héros, pas des soldats professionnels, juste des Français appelés à défendre leur pays. Et nous avons été jetés dans une bataille que nous ne pouvions pas gagner, contre un ennemi que nous ne pouvions pas vaincre, avec des armes inadéquates contre des machines supérieures. Nous aurions dû fuir. Personne ne nous aurait blâmés. Mais le général de Lattre nous a montré une autre voie. Il nous a montré qu'honneur et défaite pouvaient coexister, que nous pouvions perdre la bataille et garder notre dignité. Et cette leçon, cette vérité qu'il nous a enseignée avec son propre courage, nous a portés à travers la guerre et à travers la vie. Nous avons appris à Rethel que nous étions capables de plus que nous pensions, que le courage était un choix, et que ce choix nous définissait plus que son résultat. Ce discours captura l'essence de ce que Rethel signifiait pour les hommes qui l'ont vécu. Ce n'était pas une victoire militaire, c'était une victoire personnelle, une révélation sur leur propre caractère, la découverte qu'ils étaient capables de courage, même quand le courage semblait futile. Aujourd'hui, le fusil MAS-36 de Delattre, au musée de l'armée, est l'un des artefacts les plus visités. Les visiteurs regardent cette arme simple, cette baïonnette attachée, et essaient d'imaginer ce que c'était de charger des panzers avec. C'est presque impossible à comprendre. Dans notre monde moderne, où la guerre est menée avec des drones et des missiles guidés par laser, l'idée d'attaquer des chars avec une baïonnette semble appartenir à une autre époque, à une autre réalité. Mais c'était réel. Le 15 juin 1940, près de Rethel, des hommes ont chargé l'impossible. Ils l'ont fait non pas parce qu'ils pensaient pouvoir gagner, mais parce qu'un chef leur a montré que certains combats valent la peine même quand la victoire est impossible, que l'honneur n'est pas défini par le succès, mais par l'effort, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Jean de Lattre de Tassigny est enterré aux Invalides à Paris, aux côtés de Napoléon et d'autres grands militaires français. Son tombeau porte une inscription simple. Il a combattu pour la France du premier au dernier jour. Cette inscription résume sa vie. De 1914 à 1952, il servit, il se battit, il saigna, il mena, et à Rethel, en juin 1940, cette charge, il chargea. Ce moment de folie apparente définit tout ce qui suivit. Elle montra qui il était vraiment. Pas un stratège brillant, pas un tacticien innovateur, mais un guerrier qui refusait d'accepter que l'impossible était final. Un chef qui menait par l'exemple absolu. Un homme qui croyait que l'honneur valait plus que la vie. C'est pourquoi son histoire doit être racontée, pas comme histoire militaire, mais comme leçon morale. Rappelle que nous choisissons qui nous sommes dans les moments de crise, que le courage est réel, que l'héroïsme est possible, que même face au Panzer, un homme avec un fusil et une conviction peut faire la différence, non pas en gagnant, mais en refusant de perdre son humanité, en choisissant de se battre quand fuir serait plus facile, en prouvant que la dignité survit même à la défaite. C'est l'héritage de Rethel, c'est la leçon de Jean de Lattre de Tassigny. C'est pourquoi, 80 ans plus tard, nous nous souvenons encore de l'homme qui chargea l'impossible et refusa d'accepter que le courage était mort.